visant à altérer le caractère, le statut ou la composition démographique de Rhodes n'a pas de force légale, est nul, non avenu et doit être révoqué. Depuis l'annonce de la décision du président américain de judaïser la ville de Rhodes, aucun jour ne s'est passé sans que la Cisjordanie ou Gaza ne soit le théâtre de violentes protestations contre le régime d'Israël. Une dizaine de Palestiniens ont été tués et des centaines d'autres blessés sous les balles des forces israéliennes. Le tollé a même dépassé les frontières de la Palestine et du Proche et Moyen-Orient pour envahir les grandes villes d'Europe et des États-Unis. Par ailleurs, les 28 dirigeants de l'Union européenne ont affirmé que la position de l'UE sur le statut de Rhodes restait inchangée après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la ville sainte en tant que capitale d'Israël. Force est de constater que la décision de Trump de passer outre à la légalité internationale découle en fait de l'impuissance juridique de l'ONU à s'opposer à des jugements qui vont à l'encontre de la paix et de la sécurité dans le monde, paix et sécurité que l'ONU est censée protéger. Au retour au plateau de l'émission du débat, merci de votre fidélité pour cette émission. Nous sommes en ligne par téléphone depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopolitologue, et par Skype depuis Paris avec Pierre de Brague, analyste politique. Monsieur de Brague, bonjour. Bonjour à vous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Monsieur de Brague, une dizaine de jours se sont écoulés depuis l'annonce controversée du président américain. Il y a eu énormément de réfugiés, énormément de problèmes avec la frontière pendant l'occupation américaine de l'Irak. Donc maintenant, le gouvernement français est exposé par la pluralité des médias et ils essayent de gagner un peu de territoire moral. Si la France était un pays moral, la France serait dans les mêmes conditions que l'Iran et la Russie. Alors qu'ils sont contre, donc ils soutiennent bien évidemment les djihadistes parce qu'il n'y a pas d'opposition modérée ou démocratique en Syrie. Il n'y a que les djihadistes, Daesh et Al-Qaïda. Voilà. Merci, Monsieur Coleman. Restez avec nous. Madame Midani, alors, il paraît qu'aujourd'hui, le président français aimerait lancer, selon ses propres déclarations, une initiative de paix en Syrie, ce qui a été bien entendu rejeté par le président syrien Bachar al-Assad. Quels sont aujourd'hui les enjeux de ce changement de politique du gouvernement français à l'égard de la Syrie, si ce n'est que, justement, en effet, ce marché de plus de 200 milliards de dollars pour la reconstruction de la Syrie aujourd'hui, le président français chercherait d'une manière ou d'une autre à justement avoir une part de ce marché. Qu'en pensez-vous? En fait, je pense effectivement, d'abord la France a été jusqu'à présent très hostile au président Assad et très hostile à toute la présence et l'aide et l'intervention en fait de la Russie aux côtés de la Syrie, donc à l'appel de la Syrie. C'était une intervention légitime par le fait qu'elle a été appelée par la Syrie. Bon, la France s'est vue un petit peu par ses positions extérieure à cette victoire d'un côté, donc elle cherche à se positionner. Effectivement, maintenant la victoire est très proche, la victoire de l'ensemble de l'axe de la résistance, c'est-à-dire la Syrie, ses alliés, l'Iran, le Hezbollah et puis la Russie, plus les pays du BRICS qui ont soutenu la Chine, bien entendu, les pays du BRICS qui ont soutenu la Syrie dans sa lutte. Plus, effectivement, il y a un marché qui est très important donc pour la reconstruction de la Syrie, puisqu'ils ont fait énormément de dégâts. L'objectif était de détruire toute l'infrastructure, etc. Donc aujourd'hui, qu'on est proche de la reconstruction,
La France cherche à se repositionner, à se positionner dans ce cadre-là. Il relance les hostilités contre le président Assad, étant donné qu'il a déclaré à plusieurs reprises que les pays qui ont cherché à allumer le feu en Syrie seront privés de tous les contrats. Nous reconstruirons la Syrie avec nos amis, avec nos alliés qui ont aidé la Syrie, d'abord avec les Syriens, avec la force des Syriens, et puis surtout et uniquement avec nos alliés. Donc les pays qui ont été contre nous et qui nous ont agressés et qui ont été dans cette guerre contre nous, ils n'auront pas leur part. D'où à nouveau, alors deux manifestations, je peux dire, la plateforme de Riyad qui est venue, donc qui dépend de Riyad, mais qui dépend aussi des États-Unis et des pays de la coalition occidentale. Ils sont venus pour parler de Genève avec des conditions, préalables, disant il faut que le président Assad quitte le pouvoir et qu'il y ait des élections, mais qu'il fasse aussi une phase de transition pour laquelle ils reprennent le pouvoir, eux. Et puis d'un autre côté, on voit toutes ces déclarations hostile donc de Macron et de tous les pays occidentaux, des États-Unis aussi à nouveau, contre le président Assad, parce que lui il tient à la souveraineté de la Syrie. Merci, Madame et Midani. à ce choix d'indépendance en fait dans la phase de reconstruction, des indépendances de décision et de sa politique. Merci, Madame Midani. Monsieur Colmar, et pour vous, quel serait l'enjeu de cette escalade verbale, plutôt de ce repositionnement de la France par rapport à la Syrie? Je pense que la France a fait un très mauvais choix en soutenant l'agression contre la Syrie depuis le début. Il faut savoir que la guerre a été planifiée en Angleterre. Nous savons cela de propos de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, qui a été présent lui-même dans une réunion en Angleterre avec les officiers du gouvernement britannique en 2009, où ils étaient en train de préparer une invasion de la Syrie avec des djihadistes, avec des terroristes, effectivement. Je pense que les services secrets français étaient au courant de ce qui se passait, probablement ont participé à ces projets. La France a perdu l'indépendance géopolitique, c'est-à-dire la France ne joue plus le rôle voulu par De Gaulle, c'est-à-dire d'être centrale entre les grandes puissances, c'est-à-dire les États-Unis et la Russie. Et effectivement, c'est les positions assez pathétiques qui se trouvent la France aujourd'hui, où ils ont perdu un allié potentiel qui aurait été la Syrie, parce qu'il faut savoir que jusqu'en 2008, la France avait amélioré ses relations avec la Syrie. M. Bachar al-Assad avait été invité par Nicolas Sarkozy pour le 14 juillet. Ils auraient pu continuer comme ça et maintenant avoir des très bonnes relations avec la Syrie et la Russie et jouer un rôle majeur dans la stabilisation du Moyen-Orient. Alors qu'ils se trouvent de l'autre côté, le mauvais côté de l'histoire, avec les djihadistes, les perdants et les forces du mal. Merci infiniment. Une toute dernière question à Madame Midani. Madame Midani, alors le dernier cycle des pourparlers de paix entre le gouvernement de Damas et l'opposition syrienne s'est achevé à Genève sans avancée. L'Élysée a accusé en effet la Syrie d'avoir fait obstruction et alors le terme utilisé justement par l'Élysée, la stratégie d'obstruction irresponsable. Et le président français, lui, il a parlé, il a estimé que concernant le processus d'Astana, que ce tout à fait. Je rappelle quand même que pour Astana, tous les pays étaient invités à participer à ce processus dans le sens où et c'est un processus pour stopper le terrorisme et pour stopper la violence à l'intérieur de la Syrie. Dès le début, la France était là en tant qu'observateur, mais en disant nous sommes là
pour soutenir l'opposition syrienne. L'opposition syrienne présente à Astana, c'est bien le groupe des terroristes de Zahran Allouche, et bon, actuellement c'est son frère, c'est Mohamed Allouche, et tous ces terroristes, toutes ces hordes terroristes qui occupent la Syrie à différents endroits. Donc la France d'elle-même, elle a avoué que de toute façon, elle est là pour les soutenir et elle n'est pas là pour discuter de paix ni pour avancer dans le processus. Donc ça, c'était dès les premiers Astana. Et puis maintenant que le processus a donné ses fruits, en fait, dans à travers cette solution des zones d'abaissement de tension, de la sortie des terroristes des endroits peuplés, laisser les villes avec des garanties, effectivement, avec la présence des pays qui garantissent ces sorties. Bon, il y a bien entendu l'Iran, la Russie, mais surtout la Turquie aussi, mais la Turquie qui est toujours très vacillante entre oui et non, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN et puis elle continue aussi à soutenir les terroristes de Nosra à Idlib, mais qui aussi a envahi en partie le nord de la Syrie. Mais la France, c'est pareil. Donc, elle crée une base sur le terrain, une base française, et puis agit plutôt dans le sens des terroristes. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup. Aïssar Midani, analyste franco-syrien depuis Damas, et Garoldo Colma, journaliste et analyste politique depuis Paris. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Israélien en Afrique et qui est quasiment sous la coupe du gouvernement américain. Je vous avais expliqué dans un reportage précédent sur la crise au Togo que le Togo fait partie de ces États qui a accepté le diktat américain dans le printemps africain, donc ils n'osent pas braver l'ambassadeur américain. Par ailleurs, ils ont des relations qui datent du père du président précédent, avec Israël. Ils devaient même organiser au mois d'octobre un sommet Israël-Afrique et ça a été reporté à cause de l'hostilité des autres États africains. Maintenant, le reste de l'Afrique, il y a une offensive diplomatique qui a eu lieu dans les années 60-70 des Israéliens qui n'a pas donné beaucoup de résultats parce qu'ils étaient alliés en fait au régime d'apartheid. Et ils ont remis ici l'opération. Il y a une véritable action diplomatique de Netanyahou en Afrique, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'ils ont l'hostilité, notamment des Sud-Africains, les Sud-Africains qui se souviennent justement du soutien d'Israël à l'apartheid. Et c'est très particulier. Quand je vous explique que la géopolitique, c'est pas blanc ou noir, ce sont précisément les États africains qui sont les plus proches des États-Unis, Afrique du Sud, Nigeria, Kenya, qui sont les plus opposés à Israël, pour des raisons qui datent donc des luttes de la décolonisation. Et on a donc une géopolitique qui est atypique, puisque la grande histoire que les amis de mes ennemis sont mes ennemis, et les amis de mes amis sont mes amis aussi, ce n'est plus vrai. En géopolitique, c'est pas vrai du tout. Il y a une peur de Trump et de l'Amérique dans toute l'Afrique. C'est pour ça que la plupart se sont abstenus. Ils n'ont pas voté contre. Il y a 21 pays qui ne sont pas venus voter. Donc c'est la grande peur des États-Unis. Et il y a donc 33 pays qui se sont abstenus. C'est une gigantesque colère de Trump. Et il a déjà annoncé qu'il y aurait des mesures de représailles au niveau du budget de l'ONU, au niveau du budget des agences de l'ONU et probablement de la coopération en Afrique. Vous savez que lorsqu'il y a eu le vote au Conseil de sécurité, tout le monde a voté contre les États-Unis, lui qui allait donc la super ambassadrice de Trump, mais qui est aussi une militante ultra-sioniste de l'IPAC, a donc mis son veto et elle a dit que c'était une injure personnelle aux États-Unis qui ne serait pas pardonnée. Il y a donc un isolement des États-Unis, mais qui est en partie recherché, c'est-à-dire que l'administration de Trump et les gens qui sont derrière Trump
exactement comme la droite israélienne, ne sont plus intéressés par les Nations Unies. Les Nations Unies les intéressent dans la mesure où ils pouvaient obtenir des résolutions, comme ils ont eu contre Kadhafi en Libye, etc. Mais à partir du moment où maintenant il y a une politique anti-américaine de la Chine, des Russes, etc., les Nations Unies n'intéressent plus tellement Trump. Ce qui intéresse Trump, ce sont les alliances régionales, l'OTAN, l'alliance avec les monarchies du Golfe et les Saoudiens, l'OTAN, qui est l'OTAN du Pacifique avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande. On a donc deux côtés, un monde qui s'éloigne des États-Unis, c'est clair et net, sur la question de Jérusalem, c'est à Paris, mais il ne faut pas non plus crier trop tôt victoire parce que c'est vraiment sur un problème conjoncturel. C'est-à-dire que Israël est isolé dans le monde entier, à part quelques pays, et Trump, en allant soutenir ce qui était la demande principale des Israéliens, c'est Jérusalem comme leur capitale, avec son annexion, à partir de cela, Trump partage cet isolement. Et c'est un isolement conjoncturel. Et moi, je l'ai dit dans un débat sur vos antennes, il y a beaucoup de gens actuellement, dans les dirigeants arabes, dans les dirigeants de l'Union européenne, dans les dirigeants africains, ils font de beaux discours, mais ça ne se traduira pas par des choses concrètes. Maintenant, ce qui va brouiller les cartes dans tout ça, c'est la diplomatie russe et chinoise qui s'active en Afrique. Vous avez vu que Poutine a déjà détaché le Soudan de l'alliance saoudienne. Il est en train de brouiller les cartes en Libye. Et s'il y a une offensive diplomatique russe actuellement en Afrique, si les Africains étaient confrontés à une politique hostile, notamment un refus de l'aide au développement des Américains, ça serait revenir à ouvrir tout grand les portes aux Russes. Maintenant, je ne suis pas certain que la Russie ait les moyens de cette politique. Puis Washington, où Yves Le Drian a rencontré son homologue américain, le ministre français des Affaires étrangères a menacé l'Iran. Paris veut durcir la pression sur l'Iran pour son programme balistique. Ce ton particulièrement virulent du chef de la diplomatie française contre l'Iran a d'ailleurs visé invariablement Assad et la Russie il y a 2 jours. Mais à quoi joue la diplomatie française ? Alors, on va continuer parce qu'il ne s'agit pas simplement de vous, mais de votre ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, qui dit que Assad n'est pas en posture de donneur de leçons, d'une part, et surtout quelqu'un qui a massacré son peuple, et qui fait un virage également, pour revoir avec l'Iran l'histoire des missiles balistiques. Alors là, ça demande un éclaircissement. D'abord, Le Drian a fait partie de gouvernement avant qu'il ne soit ministre des Affaires étrangères, et qui ont trempé dans le sang syrien. Je suis désolé. Ça, c'est évident pour tout le monde. Mais c'est pas parce qu'on est ministre qu'on a le droit de mentir tout le temps, et de dire d'évoquer la raison d'État, le secret d'État, je ne sais quoi d'État, Et les Français en ont marre. Enfin, dites-nous la vérité, Vous savez très bien. Alors, revenons aux déclarations de M. Le Drian. Il dit que Assad n'est pas en position de faire ces déclarations, surtout qu'il est dépendant des Russes et des Iraniens. Alors dites-moi, M. Le Drian, vous n'êtes pas dépendant de l'OTAN? Vous n'êtes pas un peu le toutou des Américains? Passez-moi le terme, je vous parle parce que j'aime bien la langue française et ses expressions familières. Là, comprendre que, comme auparavant, il faut revenir sur le problème balistique iranien, et vous avez été même jusqu'à dire que vous prendriez des sanctions contre l'Iran parce qu'il faut séparer le dossier du nucléaire du dossier balistique. Quelle distinction, en grand ministre. C'est vraiment une trouvaille, ça. Déjà, Fabius, en fait, vous rabâchez ce qu'a dit Fabius, et il a que le balistique. Mais là, vous mettez le doigt, vous pointez une vérité. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'Iran, avec tous ses alliés et les missiles,
pourrait donner du fil à retordre et aux Américains et aux rafales français. Hein? Eh oui. Et là, vous n'arriverez pas par vos sanctions, à arrêter le programme balistique de l'Iran. Enfin, alors, si l'on est ainsi, pourquoi nous, les Français, nous avons des missiles et les Iraniens n'ont pas le droit d'avoir des missiles? Hein? Vous savez, aujourd'hui, l'Iran est peut-être une hyperpuissance au Moyen-Orient beaucoup plus importante que la France et peut-être la Grande-Bretagne réunie, je vous dirais. Hein? C'est pas une histoire d'avion, vous le savez très bien. Il y a maintenant, l'Iran a une flotte navale, voilà. Donc, quand vous dites que Assad est dépendant des Russes et des Iraniens, vous aussi, vous êtes dépendant d'autres puissances. Et pourquoi alors votre ancien président n'a pas attaqué la Syrie? Représentante des États-Unis aux Nations Unies qui fait toute une mascarade avec des débris de missiles, un missile qui n'a jamais été utilisé au Yémen, enfin. Ça rappelle un peu la petite fiole de Powell, enfin bref. Il faut dire qu'ils ont de la suite dans les idées, les Américains, dans le bon sens. C'est tantôt une petite fiole, tantôt un gros missile, n'est-ce pas, soi-disant iranien. Méfiez-vous, les Iraniens maintenant miniaturisent leurs missiles, c'est plus petit et plus efficace. Et ça vous a échappé, parce que le combustible n'est plus le même. Le modèle que vous montrez est un vieux modèle. Hein? Non. Enfin, bref. Et vous avez vu que là, le Yémen continue à tirer des missiles. Hein? Cela fait 3 ans que Riyad, allié de la France, continue à tuer en toute impunité femmes, enfants, hommes yéménites. Ce sont des missiles américains, britanniques et français qui s'abattent sur le pays. Toutes les 10 minutes, un enfant meurt de faim et de maladie dans un Yémen dévasté par les bombes à sous-munitions, par la choléra, la diphtérie. Et M. Le Drian menace l'Iran. Mardi 20 décembre, le Yémen a passé son 1000e jour sous les bombes. Mais l'armée Ansarallah ont célébré ce cynique anniversaire avec force. Le palais d'Al-Yamama, à l'ouest de Riyad, a été visé. M. Le Drian en est plus au XIXe siècle. Les peuples du Moyen-Orient ne sont pas des peuples colonisés. Au lieu de ramer ridiculement dans le sens des intérêts américains, saoudiens et d'Israël, repensez votre politique. C'est ce que vous allez entendre d'ailleurs à Téhéran. L'Organisation de libération de la Palestine a critiqué les États-Unis pour avoir menacé de prendre des mesures contre tout pays qui voterait en faveur d'une résolution à l'ONU sur Quds.
Le président Trump devrait comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas à vendre ou qui ne font pas l'objet de chantage, en particulier les questions de principe, de légalité et de moralité. L'extorsion est le moyen le plus efficace pour les États-Unis de s'isoler davantage et d'affaiblir leur influence et leur position au niveau mondial. La membre de l'ELP a déclaré qu'une écrasante majorité des membres de l'Assemblée générale de l'ONU se sont engagés à honorer leurs obligations légales et politiques envers la Palestine. L'organisation a ajouté que les Palestiniens ne seront pas dissuadés ni intimidés par les États-Unis. La réaction de l'ELP intervient un jour après que l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Nikki Haley, a mis en garde les membres de l'ONU contre une résolution condamnant la déclaration du président Trump sur Rhodes. Haley a déclaré que Washington prendrait les noms de ces pays. Pendant ce temps, le Premier ministre israélien a décrit l'ONU comme la maison des mensonges avant le vote. L'attitude envers Israël de nombreux pays sur tous les continents est en train de changer en dehors des murs des Nations Unies. Et ce changement finira par s'infiltrer dans l'ONU, la maison des mensonges. L'État d'Israël rejette catégoriquement ce vote avant même qu'il ne soit adopté. Jérusalem est notre capitale et nous continuerons d'y construire. Et les ambassades étrangères dirigées par les États-Unis iront à Jérusalem. Écrivez ce que j'ai dit parce que cela arrivera. Netanyahou a également félicité Trump et Haley pour avoir soutenu Israël. L'Assemblée générale de l'ONU se prépare à voter sur un projet de résolution exigeant que Trump retire sa reconnaissance de Rhodes comme capitale d'Israël plus tard jeudi. La résolution a été proposée par les pays musulmans et arabes. La Turquie a exhorté jeudi la communauté internationale à ne pas se vendre pour une poignée de dollars après que le président américain Donald Trump ait menacé de couper des aides financières avant un vote aux Nations Unies sur Quds. J'en appelle au monde entier, surtout ne vendez pas votre volonté démocratique pour une poignée de dollars. Les dollars reviendront, mais une volonté qui a été vendue jamais ne reviendra. Aujourd'hui, le berceau de la démocratie cherche des volontés à vendre pour des dollars. Monsieur Trump, vous n'arriverez pas à acheter la volonté démocratique de la Turquie contre des dollars. Notre décision est claire. Mon vœu, c'est que les États-Unis n'arriveront pas à obtenir le résultat qu'ils souhaitent. Je m'attends à ce que le monde donne une bonne leçon à l'Amérique. C'est ce que j'espère. M. Erdogan est l'un des plus véhéments critiques de la décision annoncée le 6 décembre par le président américain Donald Trump de reconnaître la ville sainte comme la capitale d'Israël. Mercredi, le président américain Donald Trump a évoqué une possible suppression des aides financières américaines aux pays qui voteraient en faveur d'un projet de résolution des Nations Unies appelant les États-Unis à retirer leur décision de reconnaître Quds comme capitale d'Israël. Les 14 autres membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur de la résolution égyptienne qui ne mentionnait pas spécifiquement les États-Unis ou Trump, mais exprimait un profond regret pour les récentes décisions concernant le statut de Quds. Israël a annexé la partie orientale de Quds, dont elle a pris le contrôle pendant la guerre de 1967, puis voté une loi faisant de la ville sainte sa capitale. Cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale et les Palestiniens considèrent Quds comme la capitale éternelle de la Palestine. Une nouvelle série de pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU entre le gouvernement syrien et les groupes d'opposition soutenus depuis l'étranger a débuté à Astana, la capitale du Kazakhstan. Des délégations du gouvernement syrien ainsi que des représentants de la Russie, de l'Iran et de la Turquie sont arrivés à Astana pour les négociations de 2 jours. Des représentants des groupes d'opposition sont également présents à la table des négociations. L'envoyé de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, devra assister à la 2e journée des négociations vendredi. Selon le ministère kazakh des Affaires étrangères, cette série de discussions se concentrerait sur l'établissement de nouvelles zones de désescalade ainsi que sur des questions telles que l'accès de l'aide humanitaire aux zones contrôlées par l'opposition en Syrie.
Les cas de choléra suspectés au Yémen se chiffrent désormais à 1 million, a annoncé jeudi le Comité international de la Croix-Rouge CICR. Ce chiffre avait déjà été avancé par des ONG travaillant au Yémen qui ont regretté mardi le fait que le conflit qui dure depuis plus de 1000 jours reste largement oublié. Entre le 27 avril et le 8 novembre 2017, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a enregistré 913 741 cas suspects de choléra et 2196 décès liés à cette maladie. L'organisation a averti le 10 novembre lors d'un point de presse à Genève que la lutte contre le choléra au Yémen risque de subir un revers sérieux si le blocus du pays se poursuit. L'Arabie saoudite dirige depuis 2015 une coalition militaire qui intervient notamment par les airs contre le Yémen. Elle impose aussi un blocus au pays et n'autorise que les cargaisons humanitaires et commerciales après inspection, ce qui suscite des critiques d'ONG et d'organisations internationales. Le conflit a fait plus de 13 000 morts, majoritairement des civils, depuis l'intervention de la coalition saoudienne selon l'ONU. Human Rights Watch a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à imposer des sanctions au prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman et aux chefs militaires des autres pays impliqués dans la guerre du Yémen. Le groupe de défense des droits de l'homme a déclaré qu'il devait être visé par des sanctions pour avoir bombardé aveuglément le Yémen et le blocus illégal sur la population civile du pays. Il a également accusé le Conseil de sécurité d'adopter une approche déséquilibrée du conflit au Yémen, invoquant le refus de l'organisme mondial d'imposer une interdiction de voyage et un gel des avoirs de Riyad et ses alliés. Plus de 13 600 personnes ont été tuées depuis que l'Arabie saoudite a commencé sa campagne militaire au Yémen en mars 2015. La Cour d'appel de Bahreïn a confirmé la peine de mort prononcée contre 5 personnes pour leur implication présumée à l'assassinat d'un policier. Les accusations sont en lien avec une fusillade meurtrière dans le village de Sitra. Les forces bahreïniennes recourent fréquemment à la violence contre les manifestants anti-régime. 8 autres personnes accusées d'implication dans cette affaire ont eu leur citoyenneté révoquée. Les opposants au régime de Manama ont rejeté le verdict, les qualifiant de motivés politiquement. Le Centre bahreïnien des droits de l'homme s'est dit profondément préoccupé par la révocation de la citoyenneté des opposants. Le centre affirme que les aveux ont été obtenus sous la torture. Au cours de l'année dernière, le régime de Manama a condamné à mort des dizaines de manifestants. Il a également retiré la citoyenneté de plus d'une centaine de militants bahreïniens. Depuis 2011, Bahreïn est le théâtre de manifestations anti-régime. Plus de 4000 opposants ont depuis été arrêtés et condamnés pour avoir pour la plupart seulement demandé des réformes politiques. Moscou a critiqué les sanctions de Washington imposées à 5 responsables russes et tchétchènes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a qualifié ces mesures d'illégales et d'hostiles. Il a déclaré que Moscou prendra probablement des mesures de représailles. Le département du Trésor américain a imposé de nouvelles sanctions à ces personnes pour des violations présumées des droits de l'homme et mis sur la liste noire le chef de la République russe de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Il est un proche allié du président russe Vladimir Poutine. Le porte-parole du Kremlin a également critiqué les livraisons d'armes américaines à Kiev. Il a dit que les ventes provoqueraient les nationalistes ukrainiens cherchant à déclencher de nouvelles effusions de sang dans l'est de l'Ukraine. Mercredi, Washington a approuvé une autorisation d'exportation pour Kiev afin d'acheter certaines armes légères et de petit calibre auprès des fabricants américains. Le Parlement français a définitivement approuvé jeudi le projet de budget 2018 qui traduit plusieurs promesses du président Emmanuel Macron et vise à ancrer le déficit public sous les 3% du PIB
comme voulu par Bruxelles. Cette mesure présentée par le gouvernement comme un moyen de canaliser l'épargne vers la création d'emplois est contestée dans une partie de l'opposition comme un allègement des impôts pour les nantis, confirmant que Macron est le président des riches selon ses détracteurs. Parallèlement, des syndicalistes français se sont rassemblés sur la place de l'Opéra à Paris pour manifester contre les réformes planifiées du travail et de la fiscalité du président français Emmanuel Macron. C'est la casse totale du Code du travail et nous on estime que ces ordonnances sont dangereuses à la fois pour les recettes de l'État, puisque je veux dire tout ce que récolte l'État, ça se fait par le bien du travail. Je veux dire les forces de richesse se font par le travail. Donc forcément, plus de représentants du personnel, plus d'inspection du travail, plus de contrôle. C'est la loi de la jungle et chacun fait ce qu'il veut. Et en fait, le gouvernement, il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, quoi. Je veux dire, demain, il n'y aura plus rien qui rentrera dans les caisses de l'État. Ça sera l'anarchie la plus totale. Alors, depuis un certain nombre d'années, il faut savoir que dans la grande distribution, il y a des suppressions de postes massives, des départs à la retraite ne sont pas remplacés, il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de temps partiel pour les caissiers et les salariés imposés. Et donc il faut savoir qu'en 10 ou 15 ans, certains gros magasins comme nous, le nôtre et tout, ont diminué de presque la moitié du personnel. Ce qui fait que ça débouche sur des conditions de travail déplorables. Il y a plus de flexibilité précaire, des salaires de misère dans ces services de commerce et la restauration collective, la sécurité, les grands trucs de la grande distribution. Et là, on y va droit et on laisse faire là aujourd'hui. Et nous, on tiendra, nous la CGT encore. Là, on est nombreux quand même là aujourd'hui. Voilà. Les manifestants affirment que les coupures mises en œuvre par la réforme du marché du travail de Macron nuiront aux travailleurs du secteur du commerce et des services. Les réformes prévues par Macron se sont heurtées ces dernières semaines à une vive opposition de la part des syndicats ouvriers, des étudiants et des retraités. Mais le président français a défendu son programme comme nécessaire pour encourager la croissance économique. Après les députés, c'est aux sénateurs de ratifier le projet de loi de ratification des ordonnances relatives au renforcement du dialogue social. À l'appel de la CGT, une manifestation de salariés demande toujours le retrait des ordonnances Macron. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, en visite jeudi en Libye, a souligné la nécessité de l'application rapide d'un plan de l'ONU prévoyant un dialogue national et des élections en 2018 pour sortir le pays du chaos. Ici à Tripoli, à la suite des entretiens qui ont eu lieu à Abidjan il y a 15 jours, où l'Union européenne et l'Union africaine se sont mis d'accord sur une feuille de route concernant les migrations. Et cette feuille de route intègre la feuille de route initiée aux Nations Unies en fin septembre, qui prévoit un agenda politique permettant à la Libye de retrouver des institutions stables. Lors de sa conférence de presse avec le ministre libyen des Affaires étrangères, Taha al-Siala, M. Le Drian a en outre souligné avoir noté la volonté libyenne de travailler avec la France dans la lutte contre les trafiquants au moment où la diffusion le mois dernier d'images montrant des migrants africains vendus aux enchères en Libye a fait un scandale et la crise des migrants africains est devenue une vraie préoccupation pour l'Union européenne et la France. La France, l'initiatrice, est la plus farouche protagoniste d'une intervention armée en Libye en mars 2011, a imposé une guerre au pays, basée selon un rapport du Parlement britannique sur de fausses informations qui aboutit au chaos actuel dans la région.
La vie revient à la normale dans la capitale iranienne, Téhéran, un jour après qu'un tremblement de terre d'une magnitude de 5,2 ait secoué la ville et ses environs. Des milliers de personnes ont passé la nuit à l'extérieur, dans le froid, craignant de fortes répliques. Les écoles, les universités et les bureaux gouvernementaux étaient fermés jeudi dans les provinces de Téhéran, d'Alborz et de Qom. La Société iranienne du Croix-Rouge a indiqué qu'une personne est décédée et près de 100 autres personnes ont été blessées dans des incendies liés au séisme. Jusqu'à présent, 13 répliques mineures ont été enregistrées. Les autorités ont demandé aux gens de rester calmes, mais soyez prêts. Selon le centre sismologique de l'université de Téhéran, le séisme a frappé peu avant 20h GMT mercredi. L'épicentre du séisme de magnitude 5,2 se trouvait à environ 50 km à l'ouest de la capitale, à une profondeur de 7 km. L'analyse de ce Zoom Afrique du 21 décembre est consacrée à la rivalité entre la France et l'Amérique en Afrique, mais surtout à l'occasion qu'offre aux Africains de se défaire de ces vampires sans pitié que sont ces expansionnistes. Mais avant cela, nous vous invitons à prêter oreille à une petite info qui n'est pas sans intérêt. On sait bien que le président congolais est tombé depuis bien longtemps en disgrâce auprès des puissances occidentales. On se rappelle même que Mme Alley l'avait mis en garde contre les conséquences de son refus d'organiser la présidentielle à l'horizon 2018. Et si Kabila continuait à s'obstiner? RFI et Reuters, connus à titre de médias, se prêtent au jeu. Ils ont joué aux policiers pour piéger les proches de Kabila. Voici ce qu'on peut lire dans les colonnes du magazine Jeune Afrique. À vous d'en juger. Une enquête de RFI et de Reuters révèle le rôle trouble joué par 4 agents de l'État congolais dans la mort de 2 experts de l'ONU dans le Kasaï le 12 mars dernier. Mandatés par les Nations Unies, Zaida Catalan et Michael Sharp enquêtaient sur les violences dans le Kasaï lorsqu'ils ont été assassinés le 12 mars 2017 à Bukound. Au terme d'une instruction éclair, le scénario retenu par la justice militaire congolaise est celui d'une mauvaise rencontre avec des milices Kamina Nsapu qui les auraient dépouillés avant de les tuer. Une dizaine d'entre eux figurent aujourd'hui sur le banc des accusés du tribunal de Kananga. Mais l'enquête de RFI et de Reuters publiée mercredi 20 décembre dévoile une toute autre version bien compromettante pour Kabila. Il accuse l'État congolais d'implication dans cet assassinat. Parmi les accusés figure un certain José Chibouaboua, présenté par le chef de l'Agence nationale de renseignement comme un informateur bénévole qui a rencontré les 2 experts et leur interprète la veille de leur assassinat dans un hôtel. L'Amérique et la France se livrent-elles une guerre à mort en Afrique? Cette lutte que certains qualifient de sans merci aurait pour objectif de détrôner la France de son ancien empire colonial, que ce soit au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, au Sahel ou encore dans la Corne de l'Afrique, au Moyen et ou sous la bannière de la lutte contre le terrorisme. Cette lutte sournoise et souterraine a commencé après la chute de l'Union soviétique et a eu l'Algérie pour premier terrain d'expérimentation. Ce plan machiavélique a été élaboré et mis en place avec l'aide idéologique de l'Arabie saoudite par les officines du complexe militaro-industriel. Mais cette lutte ne fournit-elle pas aux Africains une occasion pour s'émanciper du joug des anciens colonialistes? Si oui, comment l'Afrique devrait-elle s'y prendre? Écoutons les enjeux de cette rivalité et l'occasion offerte aux Africains de se défaire de ces vampires sans pitié que sont ces expansionnistes. C'est-à-dire que la France n'a plus les moyens de la politique qu'elle voudrait faire. Il y a une autre dimension au milieu de tout ça. Elle est triple, si vous voulez, c'est que les Français font la guerre
pour le compte des Américains, mais le but des Américains, c'est de diminuer l'influence française en Afrique et de leur piquer les marchés économiques. À partir de ce moment-là, il y a une espèce de politique qui est opportuniste, c'est-à-dire que Macron, pour pouvoir garder des positions économiques en Centrafrique, au Mali, c'est essentiel pour la France. C'est le pétrole de Total, c'est l'uranium d'Areva, etc. Pour garder les positions des multinationales françaises, il y a le groupe logistique Bolloré dans les transports, etc. Il faut que la France justifie de sa présence vis-à-vis des Africains et vis-à-vis des Américains. Elle est prise dans un étau des deux côtés, et donc c'est la raison pour laquelle tous les moyens sont encore mis sur l'armée française en Afrique, mais ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus parce que la France a des problèmes de budget. Il y a notamment, on en parle très peu actuellement, il y aurait dans le budget français un trou de 10 milliards d'euros, c'est-à-dire des rentrées qui ont été comptabilisées dans le budget et qui ne seront jamais en réalité perçues par l'État français. À partir de ce moment-là, donc, ils vont se tourner vers les Saoudiens, et c'est un jeu qui est de plus en plus dangereux, puisqu'on a un agenda géopolitique qui est commun à la France et aux Américains, c'est la recolonisation, c'est les changements de régime, et c'est empêcher que le Tchad en particulier, c'est tout l'enjeu du G1 Sahel, c'est que le Tchad ne prenne la place géopolitique de la Jamaïria de Kadhafi. Il faut donc que Idriss Déby Itno dilue ses forces dans le G5 Sahel et ne soit plus à la tête de la lutte antiterroriste. Ça, c'est l'agenda géopolitique. Mais il y a un agenda qui est un agenda économique. Il faut réussir à payer tout ça. Et il y a un troisième agenda qui est la géoéconomie, et là c'est ce qu'on appelle, moi j'utilise un terme marxiste, d'analyse marxiste, c'est les contradictions internes du bloc américano-occidental. C'est-à-dire que le principal allié géopolitique, c'est l'ennemi économique. Il y a une guerre économique euro-dollar, il y a une guerre économique entre l'Union européenne et le marché nord-américain depuis les années 80, il y a une guerre économique en Afrique pour remplacer les firmes françaises par des multinationales américaines, et ça se complique encore d'une contradiction à l'intérieur même du camp américain, c'est la guerre entre Trump et de l'autre côté Obama, Clinton et Soros. Soros attaquant les positions de la France, puisque Macron est le principal allié de Trump. C'est pour ça que vous voyez sortir tous ces dossiers sur le Rwanda, etc. C'est Soros qui agit avec ses ONG et ses médias pour déstabiliser la France de Macron en Afrique. Tout ça est une politique contradictoire. C'est une occasion historique pour les Africains de se dégager de tout ça, mais la volonté manque. Il faudrait une grande politique africaine, comme la Russie a une grande politique actuellement proche-orientale. Il faudrait que justement les Africains se tournent vers la Chine, se tournent vers la Russie, cherchent des sources d'armement alternatifs, mais ça, ce n'est pratiqué que par quelques pays qui sont panafricanistes. La Guinée équatoriale qui a des accords militaires avec la Russie et la Chine, qui a ouvert ses ports à la flotte russe. Il y a des accords très partiels avec le Burundi, avec la République démocratique du Congo, mais tout ça reste assez marginal. Il y a des accords au niveau du Cameroun, mais qui sont compensés par une présence militaire américaine. Il n'y a pas une grande politique africaine, parce que les Africains actuellement sont englués dans l'Union africaine, et l'Union africaine, que ce que c'est aujourd'hui, c'est 54 États qui sont incapables de parler d'une seule voix, puisque vous avez des pays panafricanistes durs, Guinée équatoriale, Tchad, Angola, etc. Vous avez des pays qui sont des pays anti-impérialistes, parce qu'ils sont attaqués, et vous avez toute une série de pays, au contraire, qui sont alignés aux États-Unis, dont le Sénégal, dont le Kenya, dont le Nigeria, dont l'Afrique du Sud, qui sont des pays qui servent de porte d'entrée à l'Africom, et qui servent avec l'Africom, si vous voulez, à tenir en laisse les armées africaines. Il y a eu, par exemple, il y a 2 ans, une très grande réunion à Dakar, au Sénégal,
L'Africom a convoqué des officiers généraux de 43 pays et tous ces gens se sont mis au garde-à-vous devant un gigantesque drapeau américain qui devait faire 6 mètres carrés. C'est la suggestion. Chaque année, il y a au Nigeria, il y a au Kenya des manœuvres militaires qui sont organisées par l'Africom. Les officiers et les sous-officiers, ils reçoivent des invitations aux États-Unis. Ils sont formés dans les académies militaires américaines. Et c'est aussi une façon d'évincer les Français, puisque jusque-là, c'était Saint-Cyr. C'était les écoles militaires françaises qui servaient à former, en tout cas l'Afrique francophone. Ça, c'est en train de se terminer. Il y a des officiers qui ont été formés à Saint-Cyr, comme l'homme qui a failli devenir le super dictateur du Burkina Faso quand on parlait à chasser, c'est le général Zida. Zida a été formé à Saint-Cyr, mais puis il a été formé aux États-Unis, à l'école de la CIA de contre-insurrection. Et donc vous êtes dans une situation qui est extrêmement complexe, mais à aucun moment l'armée française ne dicte l'agenda aux politiciens français. Gorbatchev a accepté la réunification de l'Allemagne et son intégration dans l'OTAN alors qu'il pouvait opposer son veto en étant légitimement convaincu des bonnes intentions des Américains et de leurs alliés à l'égard de l'URSS. Mais depuis 1993, l'élargissement de l'OTAN a été sérieusement envisagé, au point où ses effectifs militaires sont actuellement aux portes de la Russie. Quelles vont être les conséquences de cette déloyauté des Américains et de leurs alliés ? Cherche-t-il à donner un nouvel élan à la guerre froide? Sinon, à quoi joue l'OTAN? Alors, vous avez raison de rappeler que effectivement, les dirigeants des États-Unis ont garanti à plusieurs reprises aux dirigeants, notamment à Mikhail Gorbatchev, à partir de 1989, que la réunification de l'Allemagne n'entraînerait pas une extension de la zone de couverture de l'OTAN, une avancée de l'OTAN vers l'Est. Bon, il y a eu d'innombrables informations et déclarations qui ont été dans ce sens-là, à plusieurs reprises. Vous avez un très bon article d'ailleurs d'Iris France, l'Institut de Relations Internationales, qui est revenu récemment sur cette question. Il n'y a absolument aucun doute, les archives qui ont été publiées récemment, National Security Archive, basé au George Washington University, a dévoilé des documents diplomatiques déclassifiés américains, soviétiques, allemands, britanniques et français, qui montrent clairement qu'il y a eu des engagements pour que au sujet de l'OTAN et au niveau je dirais de la non contagion de l'OTAN, de l'extension de l'OTAN vers l'Est. Bon, évidemment, ces promesses n'ont pas été tenues puisque l'OTAN a continué à se déployer pour s'approcher de plus en plus des frontières de la Russie. Alors, bon, il n'y a pas lieu d'en être surpris. C'est-à-dire que, évidemment, comme on le sait tous, cette organisation est en fait le bras armé de l'État profond occidental. Alors l'État profond occidental, c'est pas le gouvernement américain, hein, c'est l'État profond occidental, c'est-à-dire c'est la conjonction du gouvernement de continuité, c'est-à-dire de celui qui dirige réellement en fait les États-Unis et maintenant pour l'essentiel l'Europe de l'Ouest, et qui, on va dire, continuer à faire fonctionner et à imposer ses vues aux divers gouvernements, aux divers chefs d'État élus. Hein. Donald Trump a fait ça. Sa campagne sur un désengagement massif à l'égard de l'OTAN, expliquant qu'il est hors de question que les États-Unis continuent à financer cette organisation qui n'avait plus lieu d'être, qu'il fallait se réconcilier avec la Russie, etc. Résultat des courses, une fois élu, il a fait comme ses prédécesseurs et se trouve coincé lui aussi par la politique de l'État profond occidental,
Donc l'OTAN, c'est le bras armé de l'État profond occidental et il se développe à mesure que l'État profond occidental, je dirais, intègre dans sa matrice de fonctionnement les États qui tombent sous sa dépendance globale, dépendance financière, dépendance culturelle, dépendance économique et dépendance militaire. De ce fait, n'a pas d'autre objectif que de défendre les intérêts non pas des populations ou de tel ou tel gouvernement à un moment T, mais de défendre les intérêts de l'État profond occidental. Aujourd'hui, clairement, cet État cette organisation, l'OTAN, a un objectif qui est évidemment de poursuivre le containment, l'encerclement en quelque sorte géostratégique de la Russie, et aussi je dirais de pouvoir s'étendre à l'Est. Je ne crois pas que l'objectif de l'OTAN soit la guerre, ça m'étonnerait fort parce que c'est les conditions de réalisation, les conditions d'une telle guerre, ce serait absolument totalement apocalyptique et définitive. Mais je crois que l'objectif de l'État profond occidental, c'est d'arriver étape par étape à, en quelque sorte, dévitaliser la doctrine de défense russe pour faire tomber un à un, je dirais, toutes les résistances de la Russie et en quelque sorte achever son extension sur l'hémisphère nord. L'objectif de l'OTAN, c'est de devenir non pas un traité de l'Atlantique Nord, mais un traité militaire de l'hémisphère nord. Je crois d'ailleurs l'objectif de l'État profond occidental, c'est de recoloniser la Russie. Elle l'a été au moment de son effondrement dans les années 90. Je crois que l'objectif de l'État profond occidental, c'est effectivement, une fois fermée la parenthèse de Vladimir Poutine, c'est de remettre en quelque sorte, d'intégrer, de digérer en quelque sorte la Russie et de constituer ainsi, je dirais, un pôle civilisationnel, économique, financier, sous contrôle de l'État actuel, de l'État profond occidental, mais étendu à l'ensemble de l'hémisphère nord, avec deux objectifs. Un premier objectif, avec deux ennemis, si je puis dire. Un ennemi civilisationnel désigné, puisque cette organisation aurait vocation, en quelque sorte, à sceller l'unification des populations de culture dite judéo-chrétienne, même si c'est un concept totalement nouveau, mais qui a pris toute sa place dans la politique et dans le discours des élites occidentales depuis une vingtaine d'années. Et donc, cet hémisphère nord, en quelque sorte, aurait deux adversaires. Le premier serait évidemment le monde musulman au sens large, c'est-à-dire tout ce qui, de près ou de loin, s'apparente au monde musulman, et sur le plan économique, essentiellement, les pays émergents, avec essentiellement la Chine en tête de pont. Donc je ne crois pas du tout que l'OTAN veuille s'arrêter là. Je ne crois pas non plus que l'OTAN décide ou ait pour intention de provoquer une guerre avec la Russie. Je crois que l'OTAN crée les conditions simplement d'une montée des tensions, des dépenses, de l'étranglement progressif en quelque sorte de la Russie, et surtout se prépare, je dirais, à l'après-Poutine. Et à digérer ni plus ni moins la Russie pour la faire entrer dans l'orbite dans son orbite de puissance.